Table ronde aujourd'hui pour le Sommet du Grand Paris qui est consacré aux questions de mobilité. On va parler des oubliés du Grand Paris maintenant. Alors pour parler de cette problématique, je reçois Monsieur Durovray. Bonjour, vous êtes président Bonjour. Du conseil départemental de l'Essonne. Jean-Michel Génessier, vous êtes conseiller à la métropole du Grand Paris en charge de la logistique urbaine et fluviale. Et Nicolas Gors, bonjour, vous êtes directeur général de DOT France. Alors je vous donne la parole en premier, Monsieur Durovray. Est-ce que cette expression d'oublier du Grand Paris, c'est quelque chose qui, vous savez, vous, en tant que patron de l'Essonne, est-ce que l'Essonne, on peut dire que ça a été oublié par les projets du Grand Paris? Alors, on parle de projets d'infrastructure de mobilité, pour bien cerner le sujet. Alors d'abord, pour les Essonniens, mais plus globalement pour tous les habitants de Grande Couronne, c'est-à-dire quasiment la moitié de la population d'Île-de-France, c'est clair qu'aujourd'hui, nous sommes intégrés dans la région Île-de-France. Les mobilités ne connaissent pas de frontières et qu'aujourd'hui, pour les habitants de la Grande Couronne, les transports publics se résument principalement à des RER et des RER qui ne marchent pas, et ensuite à des autoroutes et des autoroutes qui sont très encombrées. Pour autant, moi je ne considère pas forcément qu'on ait oublié du Grand Paris. Je pense qu'il y a une opportunité formidable avec le réseau du Grand Paris Express, mais que simplement, si on en reste au Grand Paris Express, on risque de créer une nouvelle frontière, alors que ça doit être un lien entre la Grande Couronne et la zone la plus dense. Donc l'Essonne, ce n'est pas oublié, au contraire, il y a une opportunité, mais vous l'avez saisi cette opportunité, il y a de vraies solutions qui sont prises pour... parce que c'est quand même une zone rurale, quand même, en grande partie. Vous savez comment s'est fait le schéma du Grand Paris Express, l'accord qu'il y a eu il y a un peu plus de 10 ans, je n'étais pas aux commandes. C'est clair que j'ai des regrets, je pense notamment qu'il y a des bouts de réseau qui manquent, particulièrement dans mon territoire, où je pense très clairement que la ligne 18 qui va relier Versailles à Orly aurait vocation à se prolonger un peu plus à l'est et à traverser la Seine. Et quand on regarde la carte d'ensemble du Grand Paris Express, on se dit qu'il manque quelque chose. Mais après, voilà, on sait que ce réseau, il est en cours de construction, qui va devenir une réalité pour les habitants de Paris et de la Petite Couronne. Et donc, il faut qu'on en fasse une opportunité et pas un risque. Mais il y a un risque. Il y a un risque parce qu'effectivement, si on a en même temps l'ouverture du réseau du Grand Paris Express sans capacité pour les habitants de la Grande Couronne à le rejoindre, et en plus la zone à faible émission pour les voitures qui se met en place et qui du coup crée une frontière pour les habitants de la Grande Couronne, alors là, on va au-devant d'un vrai problème et très rapidement. Ouais, on va parler de cette frontière juste après. Monsieur Génessier, c'est quoi l'enjeu pour la métropole du Grand Paris dans ce rééquilibrage territorial? Parce que c'est un peu ça, en fait, qui est en jeu. Oui, l'objectif de la métropole, c'est d'avoir un équilibre qui soit le plus parfait possible sur l'ensemble des 7,2 millions d'habitants et sur l'ensemble des territoires. Et l'objectif de Patrick Ollier, de l'ensemble des acteurs, il faut souligner que tous les acteurs sont les 131 maires de cette métropole du Grand Paris, d'orientation politique très différentes, et arrivent à se coordonner sur des projets qui sont majeurs et qui permettent de faire évoluer ce territoire, ce grand territoire, encore une fois, et sur lesquels les gens vivent, on en a parlé tout à l'heure, les gens consomment, et il nous fallait, c'est un peu ma mission en tant que... alors je suis maire du Raincy, donc à l'est parisien, mais aussi donc en tant que membre de la métropole en charge de la logistique, il nous fallait avoir un grand schéma logistique qui permette à la fois sur les derniers kilomètres de faire qu'on puisse être les plus vertueux possibles. Et nous voyons bien que c'est très complexe. Il faut absolument faire avancer les choses et que nous puissions très en amont assurer la livraison des marchandises. Je pense au fleuve. En particulier, l'axe Seine est un élément fondateur de ce que pourrait être à l'avenir, de ce qu'il était d'ailleurs auparavant dans les années 60, un transport vertueux. Voilà. Et donc, on est sur ces sujets et l'objectif, effectivement, c'est de n'oublier personne parce que nous sommes, c'est formidable, 7,2 millions d'habitants. C'est une consommation, évidemment. Chaque habitant consomme, mais 13 millions d'habitants au sein de la région Île-de-France et au sein de la métropole, c'est 7,2 millions d'habitants. Effectivement, je parle de la métropole, de l'entité administrative, mais on n'oublie personne. Dans son entité, effectivement, c'est 13 millions sur la région Île-de-France. Et donc, il est important de pouvoir alimenter, mais toujours en ayant une vision, évidemment, d'écologue, c'est-à-dire le scientifique de l'écologie,
pas forcément d'écologistes, qui nous permet de regarder avec le plus grand des sérieux comment on peut nourrir l'ensemble de nos habitants et comment ils peuvent y travailler raisonnablement avec effectivement ces mobilités qui sont souvent oubliées. Et le rattrapage de la métropole, c'est un peu cela. Évidemment, je n'oublie pas les départements qui ont leur importance. Le département de l'Essonne est un département évidemment très important au sein de la région Île-de-France, et puis la région Île-de-France elle-même aussi. Voilà. Mais vous l'avez évoqué tout à l'heure, ces millefeuilles successifs politiques d'organisation, organisationnelle, font que c'est un peu confus pour tout le monde, mais j'ai l'impression quand même que tous ces mondes-là arrivent à se parler, et j'espère qu'on arrivera à faire que le millefeuille soit moins important et qu'on soit encore plus efficace à l'avenir. Nicolas Gors, alors vous pensez à un autre type d'oubliés, c'est les oubliés des micro-mobilités, puisque selon vous, dès qu'on passe le périph', là, il n'y a plus rien. Exactement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour parler des oubliés de la micromobilité, donc on a vraiment deux catégories. Il y a la première couronne, puis après il y a les villes plus éloignées. La première couronne limitrophe de Paris, de fait, vous passez le périph' aujourd'hui, plus d'accès à la micromobilité, que ce soit les vélos en libre service ou les trottinettes. Alors il y a Vélib et il y a Smovengo qui s'est élargi, mais de fait aujourd'hui, à un moment où la sobriété énergétique, où la mobilité douce est promulguée partout, aujourd'hui, on a de fait ces oubliés de la micromobilité. Parce que vous m'avez donné un exemple, vous m'avez parlé de Grenoble par exemple, où il y avait une vraie doctrine de mobilité qui s'étalait sur l'ensemble de l'agglomération et où les micromobilités étaient appliquées un petit peu partout. Qu'est-ce qui se passe en fait Alors tout à fait, alors, on a plusieurs exemples en France. Grenoble, mais plus récemment, la semaine dernière, Bordeaux, qui ont des raisonnements sur la micromobilité à l'échelle de la métropole, donc pour desservir l'hypercentre, mais aussi les communes avoisinantes. Donc Grenoble, c'est 20 communes, Bordeaux, c'est 19. Aujourd'hui, sur Paris, on a vraiment eu une démarche qui a été strictement pour Paris et ensuite qui se fait par commune. Et ça se fait malheureusement au détriment des habitants de la première couronne qui n'en profitent pas. Il manque une doctrine intégrée à l'échelle. Ça c'est quand même un sujet en filigrane, ce que vous disiez, M. Durovray. Il y a une question de gouvernance quelque part. Ça manque de concertation. Alors, on a un outil en Ile-de-France qu'en province, qui n'existe pas en province, c'est IDFM, et qui est le lieu où nous pourrions parler de l'ensemble des mobilités. Aujourd'hui, malheureusement, IDFM, de par la loi, les textes, se consacrent principalement au transport public et au mode lourd, mode ferré, mode bus. Je suis partisan, pour ma part, de faire évoluer le modèle d'IDFM et qu'on s'occupe de tous les usages de la mobilité, parce qu'évidemment, aujourd'hui, dans un système multimodal, la marche, le vélo, la trottinette, etc., ont leur rôle au même titre que la voiture, le bus ou le chemin de fer. Ouais. Et alors, vous voudriez faire quoi, vous, à l'échelle de l'Essonne, qui pourrait être complémentaire des projets du Grand Paris et qui pourrait faciliter un peu les choses en termes de mobilité? Concrètement, je parle de mobilité décarbonée. Oui, bien sûr. Alors, décarboner, il faut décarboner la mobilité. Je suis persuadé qu'on a de très grandes marges. Vous savez que c'est le secteur des transports qui a le moins décarboné ces dernières années et que c'est sans doute sur ce secteur, compte tenu de l'évolution des motorisations, qu'on pourra faire beaucoup plus et beaucoup mieux. Pour moi, le schéma, il est simple. On a le réseau du Grand Paris Express qui a été monté il y a une quinzaine d'années, qui est perfectible. Je pense qu'on a une fenêtre d'opportunité dans les 2 ans qui viennent pour justement compléter, préciser le réseau. Il y a la question de Versailles-Nanterre qui est toujours en pointillé. Mais on sait très bien qu'on ne pourra pas aller au-delà en mode ferré lourd, compte tenu des coûts que cela représente, à la fois en investissement et en fonctionnement. Et nous n'avons pas en grande couronne le même niveau de densité. Donc pour moi, le sujet, il est simple. Il est d'abord, évidemment, d'assurer le bon fonctionnement des réseaux existants, réseaux ferrés. Ça signifie la question de l'accès à Paris. On sait qu'il y a le problème du nœud ferroviaire Gare de Lyon, qu'il y a Massy-Valenton, qu'il y a l'accès à la gare Saint-Lazare, par exemple, qui sont des nœuds ferroviaires qu'il faut traiter et améliorer le système existant. Mais derrière, on ne pourra pas se lancer dans la construction, la réalisation de nouvelles infrastructures du type tramway. Il y a des projets qui existent, qui ne sont pas terminés, qui doivent être terminés, mais on ne pourra pas aller beaucoup plus loin. Moi, mon sujet, c'est d'utiliser quelque chose qui existe déjà. C'est la route. Parce que la route, elle existe, elle est pleine de vide. On sait qu'il y a des bouchons monstrueux, mais on sait que dans chacune des voitures, qui consomment beaucoup d'espace, il y a très peu de passagers. L'autosolisme. Et donc l'enjeu, pour moi, dans les années qui viennent, c'est qu'on crée un réseau régional de bus express
Il en existe un, par exemple, entre Mantes-la-Jolie et la Défense, un autre qu'on a monté en Essonne entre Dourdan et la gare de Massy, et que ces lignes de bus express, peut-être 30, 40, permettent un maillage de la Grande Couronne pour permettre aux habitants de la Grande Couronne de se déplacer sans être obligés de passer par la Petite Couronne ou par Paris, et pour permettre également de rabattre les habitants qui sont aux franges de l'Île-de-France sur les réseaux du Grand Paris Express. Vous voyez, lorsque j'entends, et je termine là-dessus, lorsque j'entends la maire de Paris qui dit je veux plus de voitures à Paris, ce qui peut être louable, mais on va créer des parkings à proximité du périphérique. Je trouve ça sincèrement totalement absurde. C'est comme si on imaginait qu'on arrêtait une inondation en mettant des barrages sur le bord de la Seine au Rincy. Les barrages, ils sont dans l'Aube. Et ben de la même façon, s'agissant de la voiture, on doit arrêter la voiture à sa source. Et la source de la voiture, elle est en Grande Couronne, parce que les habitants prennent leur voiture parce qu'ils n'ont pas d'autres possibilités. Et donc, ce qu'il faut qu'on invente, c'est ces lignes de bus express avec des arrêts tous les 3-4 km aux échangeurs autoroutiers, les anciennes nationales, les grosses départementales qui existent, et qu'on soit capable... Alors, qu'est-ce qu'il manque ? Il manque encore un peu de gouvernance, il manque un dialogue entre la métropole, entre la capitale même, et les villes limitrophes. Je suis convaincu que ça n'avance pas pour une raison simple de maîtrise d'ouvrage et de gouvernance, effectivement. On a d'un côté les départements qui sont maîtres d'ouvrage des routes départementales, de l'autre côté l'État qui est propriétaire des autoroutes non concédées, et on sait que l'État est impécunieux et qu'il a déjà du mal à entretenir correctement son réseau, qu'on a IDFM derrière qui s'occupe des usages, et donc chacun, j'allais dire, se renvoie la balle. Donc il faut qu'on ait une idée globale du réseau. Valérie Pécresse m'a missionné il y a quelques jours pour justement réfléchir au maillage de ce réseau du Grand Paris Express, par bus, j'entends, par bus, et derrière qu'on trouve des leviers, enfin qu'on lève les problèmes techniques, juridiques qui existent, et je ne vais pas rentrer dans les détails, et puis qu'on trouve aussi des moyens financiers. Je ne sais pas aujourd'hui combien ça coûte. Quelques personnes qui ont réfléchi au système à l'échelle nationale, c'est-à-dire Paris-Île-de-France, mais aussi les 20 grandes métropoles françaises, estiment qu'il faut à peu près 5 milliards d'euros pour traiter le sujet. Donc si on se dit qu'en Île-de-France, c'est la moitié de ces 5 milliards d'euros, allez, comparons les 2,5 milliards aux 40 milliards du Grand Paris Express. Est-ce qu'on n'est pas capable, pour raccorder les 6 millions d'habitants de la Grande Couronne au Grand Paris et faire de ces habitants des grands Parisiens, utilisons le mot, est-ce qu'on n'est pas capable de mettre 2,5 milliards sur la table? Je pense que c'est à portée de main. D'accord. Monsieur Genestier, je crois qu'il y a un autre oublié du Grand Paris, c'est la mobilité fluviale. C'est un mode de mobilité de marchandises qui est sous-utilisé aujourd'hui. Et pourtant, M. Duroval le disait, il y a des bouchons monstres en Île-de-France. Tout à fait. Effectivement, mon collègue président du conseil départemental de l'Essonne parlait du transport des passagers. Il y a ce transport des marchandises qui est fondamental. Et si on ne veut pas avoir trop de camions sur nos routes, qui explosent. On rappelle simplement que 90% des transports de marchandises dans notre pays, 90% sont consacrés à la route. Et tout ça vient d'une période qui est une période plutôt agréable, des années 70, début des années 70, où finalement on était sur le tout routier, tout autoroutier, et où les camions, et ils le sont toujours, étaient très fiables. Parce que, ayez en tête un chiffre, un camion, il est fiable au quart d'heure près sur 1000 km. Bon, voilà, au quart d'heure près sur 1000 km, c'est 98% des camions qui arrivent à l'heure. Lorsque vous prenez le train pour les marchandises, lorsque vous prenez la barge ou tout autre automoteur sur la partie fluviale, eh bien effectivement, les délais sont un peu plus longs et ne sont pas forcément respectés. Et donc, ce que nous avons souhaité à la métropole du Grand Paris, enfin ce que j'ai proposé à Patrick Collet pour que nous puissions mettre en place ce plan, c'est faire que le grand oublié du fluvial redevienne, pour les chargeurs, ceux qui détiennent les marchandises, un outil de transport qui soit compétitif. Lorsque vous êtes sur l'axe Seine, et c'est un élément d'ailleurs qui a été poussé transpolitique entre le maire du Havre, le maire de Rouen, la maire de Paris et la métropole du Grand Paris, eh bien cet axe Seine aujourd'hui est piloté en termes de marchandises, et je le sais puisque j'en ai eu la charge, par des activités fluviales, et en se disant, mais finalement, aujourd'hui sur le fleuve qui est la Seine, oui, on transporte uniquement 30% des marchandises que nous transportions à la fin des années 60. Et il y a, alors en ferroviaire on appelle ça des sillons, mais il y a des sillons sur le fluvial qui permettent aujourd'hui de faire. Donc on a lancé un appel à manifestation d'intérêt, c'était au mois d'avril. En juin, on a eu les réponses, où Le Havre, Rouen et Paris, dans sa globalité, ont posé des sites
qui permettent d'accueillir, soit en bord à quai, Oui. de la logistique. Et donc ce sujet-là, il est traité en ce moment. On a des appels à projets qui vont suivre et qui vont nous permettre en fait, de repositionner des grands acteurs. Je pense à IKEA, la direction générale, l'ensemble de la direction générale d'IKEA a dit on va faire du fluvial. Et ça y est, ils ont posé les choses. Et puis on sait très bien que Franprix est en train de se développer. C'est une expérience ancienne quand on sait quand même qu'il y a des conteneurs qui arrivent par la voie fluviale sur le port de la Bourdonnais. C'est la Tour Eiffel, le port de la Bourdonnais. Tous les jours, vous avez des conteneurs qui arrivent par la voie fluviale. Et puis, les derniers kilomètres sont assurés par des véhicules électriques qui font que, effectivement, l'empreinte carbone est moins importante, mais aussi la qualité de vie au travail des conducteurs est largement améliorée parce qu'ils ne sont pas dans la circulation, ils ne font que le dernier kilomètre. Donc, ces ensembles-là qui étaient posés sont aujourd'hui agrémentés avec un accord politique transparti, transcollectivité, pour faire que le fleuve, ce grand fleuve dont Napoléon disait que finalement entre Le Havre et Paris, l'axe principal c'est la Seine. Voilà, la porte d'entrée de Paris c'est Le Havre aujourd'hui, et les marchandises, nous souhaitons qu'elles viennent de plus en plus par le fleuve et qu'elles arrivent à Paris. Paris, évidemment, l'ensemble de la région des ordres de grandeur et des départements. pour qu'on réalise un petit peu ce que ça représente, le transport fluvial, en camion en moins sur la route? Alors, en camion, aujourd'hui, on pourrait, si notre projet arrive au bout, d'ici à quelques mois, on pourrait retirer l'équivalent ce n'est pas des camions, c'est des trajets de camions. J'insiste parce que souvent on parle de camions. Non, ce sont des trajets de camions. On pourrait enlever l'équivalent de 100 000 camions par semaine, sur les axes principaux qui sont aujourd'hui traités. 100 000. Voilà, 100 000. Ce n'est pas exceptionnel, mais ça reste en termes d'empreinte carbone. Quelques tonnes de CO2 quand même. Quand on pense à ça, quels que soient les élus, on pense à la santé des gens. Parce que l'impact santé, il est fondamental. L'impact thrombose au sein de nos collectivités est fondamental. Et effectivement, on souhaite ça. Mais la logistique, c'est aussi autre chose que le fluvial. Et on a, comme cela, des outils qui sont complets pour qu'on puisse les poser dans les 5 prochaines années et qui nous permettront de travailler avec tous les acteurs, qu'ils soient start-up ou grandes entreprises, et que nous puissions enfin, sur cette grande région, faire en sorte que la pression qui est exercée par le transport de marchandises soit plus faible, tout en maintenant simplement les livraisons du quotidien. Je reviens sur le transport de personnes. Nicolas, l'un des leviers quand même pour créer de l'intermodalité, y compris dans les centres éloignés, c'est aussi la micromobilité, sauf que dans les centres éloignés, on dit souvent que la micromobilité, ça ne fonctionne que dans les centres très denses. Est-ce que c'est possible de créer des écosystèmes de micromobilité en Essonne, à Dourdan, qui sont beaucoup moins denses que la petite couronne? Alors, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Après, chaque ville, finalement, a son schéma. On va avoir de la location à la minute, de la location longue durée, des schémas d'accession à la propriété. En fait, il faut qu'on trouve pour chaque territoire des schémas qui fonctionnent. C'est pas forcément toujours les mêmes. La clé, c'est les infrastructures. C'est ça qui va amener l'usage. L'infrastructure sécurisée, puisque le premier frein à l'utilisation des micromobilités, c'est la sécurité, et le sens de la sécurité, c'est la piste cyclable, et c'est aussi l'infrastructure intermodale. On parle souvent de masse, de multimodalité, d'intermodalité. Ça commence par l'urbain, ça commence par la place de chaque mobilité. C'est ce qui permet de rejoindre une gare. Exactement. Voilà. Exactement. Et c'est cette infrastructure-là qui permet ensuite d'imaginer des nouveaux modèles, qui permet d'essayer des modèles comme les nôtres à la minute, mais aussi... Donc c'est ça qui manque aussi peut-être dans le projet du Grand Paris, c'est ces hubs intermodaux qui peuvent faire la connexion avec ces territoires un peu reculés, mais de s'intégrer un petit peu à l'écosystème francilien. Exactement, et c'est le grand enjeu, je pense, d'urbanisme sur la multimodalité. Vous parliez des bus, et certainement qu'il y a le covoiturage, les vélos, il y a l'intégralité en fait, la mobilité aujourd'hui dans le Grand Paris, ça doit être un choix, elle ne doit plus être subie. C'est ça le vrai enjeu, je pense, des oubliés de la mobilité, c'est qu'ils aient à nouveau le choix, et ce choix, il passe avant tout par l'infrastructure, en particulier aux nœuds intermodaux. François Duroy, vous avez abordé un sujet tout à l'heure qui était intéressant, c'était une nouvelle frontière, le risque d'une nouvelle frontière en Île-de-France. On a compris que c'était une nouvelle frontière sociale. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu votre pensée sur ce risque? Vous avez même dit on y est presque.
Alors la frontière, elle peut évidemment être sociale, et on voit bien que dans tous les mouvements démographiques aujourd'hui, la croissance de population est principalement en grande couronne, mais quand on regarde plus précisément, on voit bien que ce sont les familles qui ont de plus en plus de difficultés à se loger dans l'hypercentre, qui viennent en grande couronne avec leurs enfants. Et donc, je prends un exemple qui est celui de mon département, mais qui vaut pour le Val d'Oise ou pour des départements. Par exemple, on a la part des collégiens dans la population pèse 5%, mais dans l'augmentation de notre population, on a 10% de collégiens. Donc, vous voyez, il y a un effet sur nos équipements publics, sur nos politiques publiques, notamment notre politique sociale, le RSA. Ouais. On voit qu'aujourd'hui, ce sont des populations plus fragiles qui viennent en grande couronne pour la question de l'immobilier. Donc, il y a évidemment cette frontière sociale et la nécessité pour ces métiers de la main et du cœur, parce que concrètement, on héberge les métiers de la main et du cœur qui vont tous les jours à Paris pour assurer des services nécessaires au centre. On a besoin pour ces métiers de la main et du cœur qui travaillent souvent en horaire décalé, d'avoir des mobilités adaptées, d'où l'enjeu que j'évoquais tout à l'heure. C'est un enjeu évidemment de décarbonation, c'est évidemment un enjeu de décongestion, mais c'est un enjeu de pouvoir d'achat. On sait très bien qu'aujourd'hui, les transports publics, c'est 10 fois moins cher que l'usage de la voiture. Et quand je dis transport public, je ne parle même pas de la mobilité active qui est évidemment infiniment moins chère. Donc il y a cet enjeu de pouvoir d'achat également pour nos concitoyens, pour les raccrocher à la mobilité. Et puis il y a cette frontière immatérielle que j'évoquais tout à l'heure, qui est celle de la ZFE, où évidemment on partage les objectifs de la ville de Paris, de la métropole du Grand Paris, parce que la lutte contre la pollution, c'est quelque chose qu'on a en commun, mais simplement ça ne peut pas se faire si ce n'est pas accompagné par des mesures, par une offre de transport public et par des mesures sans doute d'accompagnement, d'acquisition de véhicules, parce qu'on sait très bien que ce sont les départements les plus pauvres, et notamment la Seine-Saint-Denis, là pour le coup, qui sont les plus touchés par la mesure de la ZFE. Monsieur Génessier, vous approuvez le message, oui, vous partagez l'analyse? Je pense qu'on parle de millefeuille, et sur ce sujet de la ZFE, qui est très polémique d'ailleurs, quels que soient les courants des uns ou des autres, il faut qu'on arrive à avoir les moyens d'appliquer la politique. C'est vrai que la ZFE, la zone à faible émission, relève en fait de la métropole, de ses compétences. Il faut que tout le monde participe à cela. Et la demande qui avait été faite en direction de l'État, c'est qu'il puisse y avoir les moyens de coercition possibles, parce que vous mettez en place une règle si vous n'avez pas de moyens de pouvoir la faire respecter. Et le ministre des Transports, hier soir d'ailleurs, était présent et j'ai pu échanger avec lui et il a fait une intervention, a dit que dans le premier trimestre de l'année prochaine, il pourrait y avoir des propositions de la part du gouvernement sur cette mesure. Là, comment mettre en place la coercition sur la ZFE. Puis l'autre élément, c'est donner la capacité à nos concitoyens de pouvoir se mettre en règle. On le sait bien, moi je travaille beaucoup sur les questions de logistique, et vous le savez, et notamment sur les petits commerces et les artisans, dont on sait que grand nombre d'entre eux ont des véhicules qui sont assez anciens, qui sont plutôt polluants, et ils n'ont pas toujours la capacité à pouvoir réinvestir. Donc on a lancé une grande étude auprès d'un grand nombre, très grand nombre d'artisans et de commerçants de la métropole pour regarder en fait quelle serait leur capacité à pouvoir réinvestir, quels seraient les besoins en termes d'aide pour avoir des véhicules au gaz, des véhicules électriques, enfin quels que soient les véhicules vertueux. Et on est allé jusqu'à leur demander s'ils avaient des véhicules électriques, qu'est-ce qu'ils feraient? Est-ce qu'ils les brancheraient chez eux en mettant un système chez eux ou est-ce qu'ils se positionneraient sur le domaine public? 55% d'entre eux disent on ira sur le domaine public. Donc il faut qu'on regarde toute cette capacité de cette masse d'acteurs économiques importants, micro-acteurs, mais acteurs économiques importants, et ensuite la capacité de la puissance publique, quelle qu'elle soit, départements, régions, métropoles, collectivités comme les communes, à pouvoir faire qu'on puisse poser les bornes nécessaires. Mais tout ça doit être structuré, il faut qu'on puisse échanger tous ensemble, et on essaie de le faire. Il reste 3 minutes, 1 minute chacun pour conclure. Nicolas ? Pour conclure, moi, ce qui m'enthousiasme, c'est toutes les innovations, toutes les expérimentations qui vont accompagner le Grand Paris dans les mobilités et qui vont permettre justement de ne pas avoir d'oublier des mobilités dans le Grand Paris. Monsieur Durandray, peut-être ? On a devant nous un grand risque, c'est celui de la fragmentation, avec d'un côté une gentrification de la zone la plus dense et une paupérisation des territoires périphériques, avec les conséquences qu'on peut imaginer. Et on a une grande opportunité, c'est la capacité de réconcilier la métropole à la dimension régionale. Et ça se fera, j'en suis convaincu, par les sujets du quotidien et notamment par les sujets de mobilité.
en inventant les usages et les infrastructures permettant à la grande couronne d'aller vers la zone dense, mais également l'inverse, parce que je peux vous assurer que le bonheur est dans le pré. P-R-E, accent grave, S. Monsieur Genestier. Écoutez, c'est un peu difficile derrière mon collègue d'intervenir, mais pourquoi on est là? Parce qu'on est élus, en particulier mon collègue et moi-même, et parce qu'on veut simplement apporter le bonheur à nos concitoyens. Et on réfléchit sans cesse, tous les matins, en se disant, mais quel est notre rôle finalement? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire aujourd'hui, dans la semaine, dans les années qui viennent, pour pouvoir apporter ce bonheur? Je pense que la mobilité est un élément important, on le voit tous les jours. On se dit que finalement les responsabilités sont éparpillées. Ce qu'on souhaite, c'est non pas qu'il y ait une concentration, mais peut-être qu'il y ait, comme ça a été indiqué, un organisme dans lequel on puisse travailler tous ensemble, poser les bonnes choses. Et il y a énormément d'idées exceptionnelles. À la métropole, il y en a beaucoup aussi, et on souhaite effectivement pouvoir faire avancer l'ensemble de ces mobilités. Et pour ma part, j'appelle de mes voeux que tous les acteurs de la mobilité des marchandises soient réunis et qu'on puisse mettre en place un grand schéma logistique pour notre pays, un grand schéma logistique pour toutes les régions, et faire que les 1 800 000 personnes qui travaillent dans la logistique dans notre pays puissent être beaucoup plus nombreux pour qu'ils soient heureux, ceux qui sont aujourd'hui et ceux de demain, et qu'ils apportent le bonheur à toutes nos populations. Bon, et ben voilà, c'est le mot de la fin. Le bonheur est dans le pré, le bonheur est dans la logistique. Merci beaucoup. Merci.